Alors bonsoir à tous. Dans cette première vidéo, je vous propose de passer en revue tous les concepts qui ont été abordés dans le chapitre numéro 14. Alors on avait commencé par définir ce que c'était qu'une fonction de deux variables. Alors au point maths, on s'était familiarisé avec des fonctions à une variable. Donc une fonction à une variable, c'était une fonction où j'avais par exemple donc mon f, il dépendait de la variable x. C'était par exemple x cube moins 2x plus 1. Et ça, du coup, ça me donnait mon y. Et à chaque x correspondait un y. Donc à chaque x correspondait du coup un y. Ça, c'était la définition du coup d'une fonction. Alors ici, c'est particulier parce que ma fonction ici, f, elle va dépendre de deux variables. Elle va dépendre de la variable x et de la variable y. Et donc, quand j'avais une seule variable, c'était sur un axe des x. Ici, vu que j'ai deux variables, ce sera dans le plan xy. Et du coup, mon abscisse, ça devient un point du plan. On s'était ensuite familiarisé avec la notion de domaine de définition. Donc le domaine de définition, quelque part, c'était l'ombre de ma fonction sur l'axe des x. Ici, mon domaine, du coup, attention que ce sera une surface. D'accord? Donc ça, c'est mon domaine de définition. Et l'ensemble image, dans les deux cas, c'est sur l'axe qui est vertical. Donc l'ensemble image, c'est l'ombre de ma fonction sur l'axe des y. Alors ici, mon ensemble image, ce sera toujours sur un axe, mais cette fois-ci, ce sera sur l'axe des z. Donc voilà, ça c'était une introduction. Alors juste après, on a vu ce que c'était qu'une courbe de niveau. Une courbe de niveau, c'est lorsque je vais venir faire différentes coupes à différentes hauteurs. Et donc ici, quand je dis que k est égal à 20, ça veut dire que cette courbe ici, en fait, elle a été prise lorsque j'ai coupé à une hauteur z qui valait 20. Donc quand j'ai coupé en z est égal à 20, j'obtiens ici un cercle. Et ce cercle, du coup, c'est le cercle, c'est la courbe de niveau k est égal à 20. Ben ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'au plus, mon z va augmenter. Donc au plus, ma hauteur de coupe est grande. Et au plus, je vais tomber sur des cercles qui vont être de plus en plus petits. D'accord? Et donc ici, chaque cercle, c'est une courbe de niveau. Alors là, du coup, pour bien résumer la situation, si j'ai envie de couper ici en prenant z est égal à k, je vais voir ma fonction dans le plan xy. Hein, donc ici, je vois que ma courbe de niveau est dans le plan xy. Donc si z est égal à k, alors je vois ici dans le plan xy. Mais je peux aussi m'amuser, si je le veux, à prendre x est égal à k. Alors si je prends x est égal à k, qu'est-ce que ça me donnait? X égale k, c'est-à-dire que x est égal à une constante. Donc ici, je vais en fait avoir un plan de coupe comme ceci. Hop. Et du coup, bah, ma fonction, ce que je vais avoir, c'est plutôt la courbe qui est ici. Donc il faut le voir en 3 dimensions. Mais donc du coup, si je prends ici x est égal à k, donc ici, je vais le représenter du coup en 2 dimensions. Je vais voir ma fonction, mais dans le plan yz. Et là, du coup, je vois ceci. Et fatalement, ben, plus x va augmenter, et au plus, ça va être petit. Donc je peux en représenter un deuxième. Celui-ci, ce serait pour x est égal à 10, par exemple. Mais si je prends un x qui est un peu plus grand, donc si je prends un x plutôt ici, x qui est égal à 20, ben, je vois que ma courbe que je vais obtenir, ben, en fait, elle sera plus petite. Et donc là, je vois dans le plan YZ, et du coup, je pourrais faire exactement le même exercice, mais en prenant des plans de coupe en Y. D'accord? Donc je pourrais tout simplement dire que mon Y, je le prends, et du coup, là, ma courbe va ressembler à ceci. Hop. Et là, je vais l'avoir dans le plan XZ. Alors en pratique, c'est toujours efficace de prendre différents plans de coupe quand on veut esquisser une fonction. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour les courbes de niveau. Alors ces courbes de niveau, c'est intéressant de les analyser en termes de croissance et en termes de concavité. Donc ici, je vois par exemple que mes courbes de niveau, au plus x va augmenter, et au plus mes courbes de niveau vont être basses. Donc ça veut dire concrètement que ma fonction est décroissante. D'accord?
Parce que lorsque x augmente, z diminue. Donc là, en fait, ce que ça représente, c'est une espèce de plan. D'accord? Donc c'est un plan qui serait incliné, comme ceci. Alors il est incliné, et quand je prends du coup différentes hauteurs de coupe, ben, je tombe à chaque fois sur les courbes de niveau. Alors je pourrais avoir une autre situation, où en fait, attention que mes courbes de niveau, elles pourraient être aussi croissantes. Donc elles pourraient être comme ceci, mais là, du coup, j'aurais k est égal à moins 6, et là, du coup, j'aurais k est égal à 12. Si je fais ça, bah, en fait, je représente la situation inverse, où en fait, je vais avoir ici un plan qui est croissant. Donc voilà, analyser la croissance ou la décroissance, c'est pas compliqué. On regarde juste qu'est-ce qui se passe quand x augmente. Là où c'est un peu plus subtil, c'est lorsqu'on veut commencer à analyser la concavité. Alors si je veux analyser la concavité, je dois me souvenir d'une règle qui est fondamentale, c'est que lorsque la pente est élevée, les courbes de niveau sont très proches. Et ça, je le vois, parce que si je prends des courbes de niveau ici à différentes hauteurs, bah, je me rends compte que la courbe de niveau ici, en fait, elle va être extrêmement proche. Alors attention qu'il faut bien voir ça en 3D, hein, donc il faut voir vraiment comme si la courbe rouge, elle sortait de mon écran. Et au fur et à mesure que la pente, elle diminue, ben, je me rends compte que les courbes de niveau, elles s'éloignent. Donc partout où j'ai une pente élevée, je dessine des courbes de niveau qui sont proches. Et partout où la pente est faible, des courbes de niveau qui sont éloignées. Alors maintenant, on va faire un constat. On va faire deux équipes. Ici, je me rends compte qu'à droite, la dérivée première est négative. Elle est négative parce que la courbe est décroissante. Et ici, à gauche, ben, je me rends compte que la dérivée première est positive, étant donné que la fonction est croissante. Ici, ma dérivée seconde est positive. Ici, elle est négative. Je rappelle que la dérivée seconde, c'est la concavité. D'accord? Donc ici, je me rends compte que lorsque x se déplace vers des courbes de niveau qui s'éloignent, je déduis que ma concavité est positive. Ici, lorsque les courbes de niveau se rapprochent, ma concavité est négative. Et alors ici à gauche, c'est exactement le même principe. Là, ma dérivée seconde est négative et mes courbes de niveau, je constate qu'elles s'éloignent. Et ici, mes courbes de niveau, je constate qu'elles se rapprochent. Et ma dérivée seconde est positive. Donc ça, c'est pratique pour analyser la concavité. On a ensuite vu tout ce qui était limite et continuité. Alors cette équation, il faut la comprendre intuitivement. Une fonction est continue si la limite de fxy est égale à fab. Alors je vais le représenter ici en une variable. Cette fonction-ci, la limite, elle existe. La limite, elle existe parce que si je regarde à gauche et à droite, j'ai exactement la même valeur. Donc la limite, elle existe, mais par contre, la fonction n'est pas continue. Parce qu'en ce point-ci, ben, ma fonction en ce point, donc au point A, elle n'est pas égale à 10, elle est égale à 20. Donc si la valeur de la fonction en ce point et la valeur de la limite sont différentes, ma fonction n'est pas continue. D'accord? Une fonction qui est continue, ben, ce serait une fonction où la limite à gauche et la limite à droite sont les mêmes. Comme ça, la limite, elle existe. Mais en plus de ça, ben, au point A, la limite de la fonction est égale à... Enfin, la valeur de la fonction est égale à la limite. Donc ceci, c'est pour la continuité. On a ensuite parlé de tout ce qui était dérivée partielle. Alors, la définition mathématique de la dérivée partielle, ben, on avait déjà vu ce que c'était qu'une dérivée simplement au point maths. On avait dit que c'était la pente de la tangente, mais quand je prends un pas infinitésimal. Donc, la dérivée en une variable, hein, la dérivée de f de x, je calcule la pente de ma tangente. Donc, c'est f de x plus h moins f de x. D'accord? Donc ceci, c'est mon delta y. Et je vais diviser ça par delta x. Et mon delta x, par définition, du coup, c'est h. Et lorsque je prenais la limite pour h qui tendait vers 0, je tombais du coup sur ma définition. Ici, c'est exactement la même formule, sauf que
il y a du coup chaque fois une variable qui va être rajoutée. C'est plus seulement selon x, c'est selon x et y. Donc la dérivée partielle selon x, c'est lorsque y est constant. On le voit, y ne bouge pas. Et la dérivée partielle selon y, c'est lorsque x est constant. Donc ici, on voit que x ne bouge pas. Et donc géométriquement, on avait interprété les dérivées partielles comme des plans de coupe. Donc ici, je prends un plan de coupe. Ici, je vois que y est constant. Donc ici, je vois que y est constant. Et quand je vais prendre un plan de coupe, je vais obtenir ici juste une courbe. D'accord? Et je vais calculer en fait la dérivée de la courbe que j'ai obtenue. Donc je calcule en fait la pente de la tangente à la courbe issue de l'intersection entre mon plan et ma surface. Ici, je prends x est une constante. Ça me donne du coup une dérivée partielle en y. Et c'est exactement le même principe. D'accord? Donc ici, je prends x est une constante. Ça me donne ici un plan de coupe. Ce plan, quand j'ai coupé ma figure, c'est un peu comme en dessin technique. Ce que je vais assurer, ce qui va me rester, c'est une courbe. Et je vais calculer du coup la pente de la tangente à cette courbe. On peut complexifier un petit peu ce concept avec des dérivées directionnelles. Donc les dérivées partielles, c'était un plan de coupe qui était en x ou en y. En fait, une dérivée directionnelle, elle est selon une direction qui est donnée par un vecteur u. Alors ce vecteur u, il a pour composante AB, et c'est un vecteur qui est unitaire. Donc attention que u est un vecteur unitaire. Donc du coup, si je fais plusieurs pas, je vais faire, si je fais un pas qui a une dimension h fois u, donc je vais prendre ça ici. Donc ça, c'est mon vecteur u. En pratique, je ne suis pas obligé de faire un pas forcément unitaire. Donc en pratique, ce que je vais avoir, du coup, c'est h fois a selon x et h fois b selon y. Comme ça, je vais faire en fait des pas en x et des pas en y. Et ça donne bien du coup un vecteur u. Donc c'est exactement la même définition, sauf que x évolue et y évolue. Alors ça, c'était une manière de le définir. Alors en pratique, calculer une dérivée avec une limite, c'est jamais pratique. On préfère les formules. Et la formule sur laquelle on était tombé, c'est que la dérivée directionnelle, c'était le produit scalaire. Donc attention que ceci, c'est un produit scalaire. Entre d'un côté mon vecteur gradient. Ici, le vecteur est en gras, donc c'est bien comme s'il y avait une flèche dessus. Hein. Donc ceci, c'est mon vecteur gradient. Et ma direction. D'accord? Donc je rappelle que U a pour composante du coup A et B. Alors maintenant, il faut se rappeler de ce que c'était que le vecteur gradient. Le vecteur gradient, c'est un vecteur dans lequel je vais mettre toutes mes dérivées partielles. Donc j'ai ma dérivée partielle en x, en y et en z. Je mets tout ça dans un vecteur. Et ce vecteur, du coup, c'est mon vecteur gradient. Alors ce vecteur, sa particularité, c'est qu'en fait, il pointait dans la direction de la plus grande pente. Donc imaginez, j'avais donné l'exemple ici en cours, que je fais du skateboard. Lorsque je me trouve ici au sommet, en fait, il existe plein de directions différentes dans lesquelles je pourrais du coup skater. En fait, le gradient, c'est comme si j'avais une boussole, et cette boussole, elle me permet d'avoir accès en temps réel à la direction dans laquelle la pente est la plus élevée. Donc ça, c'était la direction en XY. Et on avait vu au niveau de la hauteur que le vecteur gradient était perpendiculaire au plan tangent. D'ailleurs, en exercice, on s'était amusé à calculer le plan tangent, donc l'équation du plan tangent, grâce aux composantes ici du vecteur gradient. Voilà, et alors pour finir, la norme du vecteur gradient, en fait, ça me donne la norme de la plus grande pente. Donc en fait, si je calcule ici la norme de df, donc racine carrée de toutes mes dérivées partielles au carré, ceci, c'est quoi? C'est la plus grande variation possible. C'est ma plus grande dérivée partielle, directionnelle, pardon. On passe maintenant à tout ce qui est plan tangent et approximation linéaire. Donc pour écrire l'équation du plan tangent, le plus simple, c'est d'abord de repartir de l'équation de la tangente. Donc ceci, c'est la tangente. Et ceci, du coup, c'est mon plan tangent.
l'équation de la tangente, c'est une équation de droite, ben du coup, c'est y moins un point qui appartient, est égal à la pente, m, multiplié par x moins xa. Alors ça tombe bien parce que j'ai un point x0, y0, et par définition, on a vu au pont maths que la pente de la tangente, c'est la dérivée, par définition. Donc ici, la pente, delta y sur delta x, c'est la dérivée de ma fonction au point que j'ai choisi. Maintenant que j'ai ça, ben, je peux généraliser ma formule, sauf que je n'ai pas une seule pente, j'en ai deux. Du coup, j'ai une pente en x et une pente en y. Et mon plan tangent, qui est ici, ceci c'est mon plan tangent, il contient justement les deux droites tangentes. Donc si je prends un plan de coupe en x, j'obtiens la courbe ici, je la dérive, j'obtiens donc la pente de la tangente à la courbe. Et puis je peux prendre ici un plan de coupe en y, je la dérive, c'est-à-dire concrètement que je trouve la pente de la tangente de la courbe ici. Et mon plan tangent, du coup, il contient les deux lignes tangentes. À partir de ce plan tangent, ben, je peux du coup déduire mon approximation linéaire. Alors l'approximation linéaire, on l'appelle également l'approximation du plan tangent. Donc je repars ici de mon équation. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est juste mon z. D'accord? Donc ceci, c'est mon plan tangent. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir une approximation du coup de z. Alors z et f de xy, c'est exactement la même chose. Tout comme y, c'est f de x. Quand j'ai une variable, ben z, c'est f de xy. Donc là, concrètement, c'est exactement la même chose ici. Donc si je passe z0 de l'autre côté, j'obtiens ici une approximation linéaire. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça représente? Ben en fait, c'est comme si ici ma courbe, qui en réalité est un petit peu parabolique, ben en fait, aux alentours de mon point, je vais l'estimer, je vais l'approximer par un plan. Parce que c'est beaucoup plus simple de remplacer ici les coordonnées dans une équation de plan que dans une équation quadratique ou de degré supérieur. Donc ça, c'était une première partie. Alors ensuite, on avait parlé de ce qu'on a appelé la différentielle. Alors la définition en français de la différentielle, c'est l'accroissement en hauteur de la tangente, ici, donc mon dy, ça c'est ma différentielle. Donc ma différentielle, c'est l'accroissement dy de ma tangente, attention, lorsque je fais un pas en x. On avait démontré que pour une droite y, c'est égal à m fois x. Alors bien sûr, je dois un petit peu adapter cette formule. Puisque mes pas en x et en y sont infinitésimaux, c'est bien dx et dy. Et à nouveau, comme d'habitude, ma pente, c'est la dérivée. Donc ça, c'est ma différentielle. Donc c'est de combien s'est élevée ma tangente quand j'ai fait un pas en x. Et maintenant, je vais venir généraliser ça en plusieurs variables. Du coup, je vais avoir deux pentes. La pente en x, c'est ma dérivée partielle en x. Ma pente en y, c'est la dérivée partielle en y. Et du coup, ben, j'avais des x, ça devient des x et des y. Et ceci, c'est ce qu'on avait appelé du coup la différentielle totale. D'accord? Donc mon dz, c'est ce qu'on avait appelé la différentielle totale. L'utilité, c'est quand j'avais en fait un apport infinitésimal. Donc imaginez un rectangle de longueur L, de largeur petit l. Imaginons que je rajoute 0,01 mm en longueur et 0,001 mm en largeur. J'aimerais savoir, en fait, c'est quoi mon dA. Et c'est quoi dA? dA, c'est l'apport de surface infinitésimal. Donc j'augmente L la longueur, j'augmente L la largeur. J'ai donc augmenté de manière infinitésimale ma surface. Et ça, en fait, ça va du coup mon dA. D'accord? Ça va être ma différentielle de A. En tout cas, je vais pouvoir l'approximer grâce à dA. Alors ici, pour bien voir graphiquement, c'est quoi dz? dz, c'est l'accroissement du plan tangent. Donc ici, mon dz, c'est l'accroissement du plan tangent lorsque j'ai fait un pas en x et un pas en y. Et le tout dernier concept qu'on avait vu dans ce chapitre, c'était l'optimisation. Alors, comme d'habitude, on se souvient du théorème de Fermat, qui disait que lorsque f' était égal à 0, du coup,
Enfin, donc, lorsque j'ai un maximum, pardon, f' est égal à 0. Alors ça venait d'où? Et pour voir d'où ça venait, il fallait faire un petit schéma. On se rendait compte ici que la pente de la tangente, quand j'ai un min ou un max, elle valait 0. Or, la pente de la tangente, c'est la dérivée. Donc f' de x est égal à 0 si du coup j'ai un min ou un max. Alors ici, bien évidemment, comme d'habitude, j'ai deux dérivées. Donc je vais plutôt m'intéresser au plan tangent. Il faut que le plan tangent soit du coup horizontal. Ça, c'est valable lorsque la pente en x et la pente en y valent toutes les deux 0. Une fois que j'ai ça, du coup, ça me donne du coup des points candidats. Et ces points candidats, j'aimerais savoir c'est quoi leur nature. Alors, pour avoir la nature des points candidats, je vais utiliser ici un discriminant D. Ce discriminant, alors comment est-ce qu'on le calcule? C'est ici avec une matrice. Alors, je vous rappelle comment on calcule un déterminant. D'abord, je fais cette diagonale-ci que je multiplie, puis je fais moins la deuxième diagonale que je multiplie. Donc moins cette diagonale-ci. Mais le truc, c'est que d'après le théorème de Clairaut qu'on a vu en cours, f de xy, c'est égal à f de yx. Donc ça c'est d'après le théorème de Clairaut. Du coup, en fait, je me retrouve ici avec fxy, mais le tout au carré. Donc j'ai calculé mon nombre d, et d'après la valeur du nombre d, je vais avoir trois cas de figure. Soit mon d est positif, et fxx est positif, donc c'est-à-dire que la concavité est vers le haut, et si la concavité est vers le haut, je suis face à un minimum local. Si mon d est positif et que ma dérivée seconde est négative, donc ma concavité est vers le bas, si ma concavité est vers le bas, j'ai bien un minimum local. Un maximum local, pardon. Et pour finir, j'ai d'autres cas où d, en fait, il est négatif. Alors si d est négatif, je prends une autre couleur, je suis face à ce qu'on appelle un point selle, un point de selle. Parce que ça ressemble à une selle de cheval. Ici, je me rends compte que mon point, en fait, alors certes, en ce point-ci, la tangente, donc le plan tangent est horizontal, certes, mais c'est ni un maximum ni un minimum, en fait. C'est un point de selle, d'accord? Et alors, il reste un dernier cas, entre guillemets, c'est le cas où d est égal à 0. Si d est égal à 0, alors je n'ai aucune information. Ça peut très bien être un maximum, ça peut très bien être un minimum, et ça peut très bien être un point de selle. Ça, je n'ai aucun moyen de le savoir.